Voilà, merci de nous suivre encore parce que c'est le dernier plateau habituel, à la manière habituelle du café littéraire. Et puis après, vous verrez ce qui se passe, hein. Donc, sur ce plateau avec nous, Éric Alphen. Bonjour. Je vous appelle juge, monsieur le juge. Comme vous voulez, Eric, ça va très bien. Éric Alphen, qui va nous parler de son livre Les divisions. Les divisions, voilà, parce que c'est Pascal qui a travaillé sur ce livre. À côté d'Éric Alphen, Tiffany Tavernier, qui est une habituée du festival, qui est venue souvent, et qui va nous parler d'un livre qui s'intitule En vérité Alice. Et à côté de moi, Phoebe Hadjimarkos Clark, qui va nous parler d'Alien, un livre paru aux éditions du Sous-sol. Je vais peut-être commencer par Phoebe, d'ailleurs. Voilà, Phoebe est traductrice de profession franco-américaine. Son premier livre, Au Tabor, a été édité par les éditions Le Sabot en 2021. Elle signe cette année un recueil de poésie. C'était l'an passé, mais oui. C'était l'an passé, écrit avec Martin de Sande. Vous avez dû en parler déjà de ce livre. Je ne l'ai pas eu, hein, moi, ce recueil de poésie. Alien, c'est votre deuxième roman, et il a été reçu, alors incroyable, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt par le monde littéraire en ce début 2024. Personnellement, avant même de voir, et j'aime bien raconter ça, parce que avant même de voir et de lire les critiques, mon attention a été attirée sur votre livre par notre jeune équipe, l'équipe d'Étonnants Voyageurs qui travaille à la logistique, à la rédaction, etc. du festival. Et ce sont des jeunes qui travaillent avec nous pendant quelques mois et avec qui je discute de leur lecture quand je vais au bureau. Et elles m'ont encensé votre livre, donc je me suis dit, il faut vraiment que je le découvre. Et je n'ai pas été déçue par leur enthousiasme, mais un peu contaminé, je dois dire. Alors, Alien raconte l'histoire de Fauvel. C'est le nom d'une jeune femme qui était un feu follet. On peut le découvrir au début. Elle était un feu follet, un être vif aux longs membres ondoyants. Elle avait un tas d'idées inhabituelles qu'elle disséminait de sa voix timide. Aujourd'hui, c'est une personne triste et fatiguée. Luc a remarqué que ses ongles salement rongés sur les doigts rougeaux et courts, les mèches molles rangées derrière les oreilles trop grandes et surtout un œil crevé depuis peu. Alors voilà, déjà planter le portrait de Fauvel. Cette jeune femme qui va être embauchée par le père de sa meilleure amie s'appelle Mado, c'est un personnage du livre aussi. Elle va être embauchée pour garder le chien du père qui va partir à l'étranger. Et elle doit garder Anna. Anna, c'est le nom de la chienne, dans une maison isolée à la campagne. Et Anna n'est pas un chien comme les autres, c'est le clone d'une première Anna qui trône empaillée au milieu du salon. Alors, Fauvel, qui est une urbaine, qui va se retrouver dans ce coin de forêt isolé avec cette chienne empaillée, l'autre chienne qui fait un peu peur. On peut dire que c'est un livre sur la peur que vous avez voulu écrire ? Oui, tout à fait. C'était même l'idée de départ d'aller voir ce que ça faisait de vivre dans un corps qui a peur, qui est celui de Fauvel, donc ce personnage principal qui a été éborgné par un tir de LBD en manifestation et donc qui subit de plein fouet les violences policières et qui en conçoit un traumatisme profond qui continue à l'habiter des mois après. Donc ça c'est le point de départ et ensuite effectivement elle se retrouve dans cette forêt inquiétante, mystérieuse avec ce chien tout aussi inquiétant et la peur prend peut-être de nouvelles teintes, un nouveau goût puisqu'elle a un œil crevé aussi, elle ressent et elle perçoit les choses de façon différente et sa sensorialité se développe à la mesure peut-être aussi de cette terreur qui l'habite.
On peut dire que la première rencontre avec la chienne n'est pas très, très chaleureuse. C'est le moins qu'on puisse C'est le moins dire. qu'on puisse dire, en effet. Ça fait assez peur. Et puis, il y a le lieu. Le lieu qui est... on peut le décrire un petit peu ? La maison elle-même, Oui. ouais, c'est donc une vieille bâtisse qui a été retapée donc par Luc, le père de Mado, la bonne amie de Fauvel, qui a été peut-être restaurée de façon peut-être un peu stérile, un peu froide, dans cette forêt foisonnante qui semble s'avancer sur la clairière dans laquelle est installée la maison. Et cette forêt, elle est aussi à la fois traversée par des chasseurs, une troupe de chasseurs, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Ouais. Et, pas très sympathique non plus. Hein. et un brouillard immense qui, au fil des jours, s'amplifie de plus en plus jusqu'à avaler la maison. Et elle dit à un moment que sentir la faiblesse d'autrui fait naître le désir d'exercer plus absolument la domination que cette faiblesse dessine, qu'alors écrasée devient une issue délicieuse. Ça, vous parlez de ça à quel propos ? Bonne question, je me souviens plus. Mais je pense que c'est au sujet de... Ah oui, d'accord, ok. J'ai... c'est... oui, donc ce personnage de Fauvel, elle a peur, elle est traumatisée par cette blessure, mais cette peur, elle remonte à plus loin. Elle remonte à son enfance parce qu'elle a subi des violences qu'on appellerait aujourd'hui intrafamiliales. Son beau-père l'a violentée verbalement, voire physiquement, et donc elle est très marquée aussi par cette première rencontre avec la violence qu'elle-même se figure comme étant liée de façon un petit peu essentielle, intrinsèque à son corps, à son incarnation, à son statut de petite fille à ce moment-là. Et plus tard, elle lira aussi la violence et la peur qu'elle subit à l'aune justement de son identité féminine. Alors il y a aussi, parce que comme ça suffisait pas, comme situation un peu angoissante, il y a aussi des gens qui travaillent dans une usine et qui croient aux extraterrestres. Absolument. Alors, le mystère s'épaissit. Voilà, l'histoire s'épaissit. Elle va découvrir Fauvel, qu'elle va rencontrer un jeune homme, Mitch, qui est un jeune sociologue et qui, justement, enquête sur les récits d'enlèvement par les extraterrestres, parce que, nombreux dans la région, surtout chez les anciens ouvriers de l'usine. Hein, voilà. Alors, on peut quand même dire un mot de cette étrange affaire de gens qui, tout à coup, sont enlevés par des extraterrestres, mais qui reviennent quand même. Oui, qui finissent par revenir. Donc, ce sont des ouvriers actuels ou passés de l'usine d'eau minérale qui est installée dans la région. Et donc, on a toute une troupe de personnages, de jeunes hommes surtout, qui pensent avoir été enlevés par des extraterrestres, ils pensent être partis dans une sorte de voyage intersidéral, dont ils reviennent eux aussi profondément marqués. Et il se trouve aussi, on a parlé des chasseurs un petit peu plus tôt, il se trouve qu'il s'agit bien souvent de chasseurs. Les membres de cette troupe de chasseurs que j'ai évoquée il y a quelques minutes sont tous plus ou moins persuadés d'avoir été enlevés par les extraterrestres. Et donc, c'est aussi pour cela qu'ils se lancent à corps perdu dans la chasse. Et donc, on peut imaginer toutes sortes de raisons à cette affabulation collective. Et d'ailleurs, le roman n'en donne pas les clés. Ça fait partie des interrogations qui demeurent jusqu'à la fin, je crois, mais on cherche à percer ce mystère, on cherche à comprendre est-ce que c'est l'aliénation sociale, justement, pour peut-être reprendre le titre, est-ce que ce sont éventuellement des violences qu'ils auraient subies pendant l'enfance, est-ce que c'est un système plus général, celui du patriarcat, qui les contraint dans des rôles qui ne leur conviennent pas et dont ils essaient de se libérer coûte que coûte.
Alors finalement, avec Anna, les choses vont se passer pas trop mal. Elles vont plutôt se rapprocher, la chienne et Fauvel. Mais Fauvel est toujours dans la terreur que Anna parte, s'enfuit. Il y a toujours cette angoisse-là. Et puis, bon, vous voyez, le décor que l'on a planté, il est déjà assez angoissant quand même, assez sombre. Eh bien, il y a encore autre chose qui va s'ajouter à ça. Il y a des bêtes que l'on retrouve tuées, éventrées, voilà. Et les fermiers pensent en plus que c'est Anna qui est responsable de cela. Et parce que Anna disparaît quand même de temps en temps la nuit. Elle revient la gueule ensanglantée quand même. Mais est-ce vraiment elle qui ça on ne vous le dira pas non plus, hein. Mais voilà, c'est encore une autre couche. Je veux dire qu'il y a des strates, je trouve, comme ça, qui nous amènent vraiment à... On a peur, hein. Moi, j'ai peur, j'ai eu peur. Mais bon, c'est pas seulement un livre, c'est même pas un livre d'épouvante, je pense que c'est un livre qui tourne autour de la peur, qui tourne autour de la terreur, et qui en fait peut-être un matériau, un objet littéraire, plus qu'un motif ou un objectif final quoi, de la lecture. Il y a les relations entre les gens aussi, les relations qu'elle a avec l'ami qui lui a obtenu ce travail auprès de son père. On parle aussi des Gilets jaunes à un moment. Bon, on a parlé de la manifestation qui l'a rendu borgne. C'est vraiment, je sais pas, je ne sais pas le définir en fait. Et est-ce qu'on peut le définir, ce livre ? J'ai beaucoup de mal à le définir, j'ai beaucoup de mal à le résumer, à le pitcher, ouais. Comme on dit. Ah non, le pitcher, moi non plus, je ne sais pas que si ce qu'on en a dit déjà, ça vous intrigue quand même. Hein, vous avez envie d'en savoir plus, eh ben vous n'en saurez pas plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, mais c'est vraiment une construction vraiment formidable, je trouve. Merci. Ouais, vraiment. On continue ? On va continuer avec les divisions d'Éric Halphen. Alors, Éric, vous êtes juge, hein, vous êtes connu pour une affaire importante qui est l'affaire des HLM de la ville de Paris. Vous êtes juge, vous étiez en tout cas à cette tâche de lutter contre la corruption, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais vous écrivez aussi depuis longtemps, en continuant à être juge, et puis en continuant aussi à mêler finalement des questions de justice peut-être et la littérature, essais, romans. Déjà, cette affaire, vous en avez parlé dans 7 ans de solitude. Il y avait d'autres livres que je peux citer rapidement ici, Baiser maudit, pardon, Maquillage, La piste du temps, La faiblesse du maillon, Le faussaire de la famille, ça, on voit tout de suite ce que ça pourrait être. Vous êtes publié depuis un petit peu de temps maintenant aux éditions Buchet-Chastel, et le dernier, Les divisions également, ça s'est sorti en 2024. Alors les divisions, c'est un double sens hein, dans le titre, puisqu'on parle de football, première, deuxième, troisième division peut-être, et puis évidemment il s'agit aussi de ce qui divise une communauté, des gens, un couple. Alors, on parle ici de Mehdi Azam, qui est un footballeur très vite repéré, qui a un début de carrière assez flamboyant, et puis qui peine un petit peu aujourd'hui. Et il y a une affaire qui éclate, c'est celle qui est mise à jour par quelques journalistes qui pointe du doigt les relations qu'il a avec son épouse et les violences qu'il aurait exercées à son égard. Et ça commence là. Voilà, c'est le début, c'est le prétexte, j'allais dire, mais ce n'est pas forcément le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est surtout, en fait, c'est d'abord de brosser le portrait de plusieurs solitudes
parce que c'est un livre qui parle beaucoup des gens, des réseaux sociaux, de la communication, des journalistes, etc., des associations antiracistes, féministes, etc. Mais globalement, ce qui en ressort, je pense, et en tout cas on me l'a dit, c'est que tous ces gens qui apparaissent dans la société, c'est des solitaires, ou en tout cas des seuls, des isolés. Et justement, les divisions font rapport à ça. C'est-à-dire que, alors que peut-être avec les difficultés du monde qui nous entoure, la violence, l'environnement, le sort de la planète, etc., on devrait essayer de se rassembler, de s'aider, d'être solidaires. Au contraire, chacun reste dans son camp, pour reprendre la terminologie sportive, et chacun essaie de tirer un peu à soi les difficultés des autres, mais finalement, la vérité, personne ne la cherche et personne ne s'en soucie. Et c'est un peu un livre sur les indifférences successives, en fait. Et puis il y a aussi des solitudes qui sont paradoxales, c'est-à-dire que Mehdi, il a les feux de l'actualité qui sont sur lui. C'est un sportif reconnu, mais au fond, il est assez seul. Il est un peu tout le temps dans sa tête. Il est assez maladroit. Il est passif. Il est passif. Sa responsable de communication, on se rend compte qu'elle est très seule aussi. L'avocat qui va le défendre, on a l'impression qu'il est seul aussi. Même si ces gens-là ont des familles, d'ailleurs, on a l'impression que c'est chacun un peu dans sa solitude, pas dans une bulle, mais vraiment dans une solitude. Alors les familles sont importantes aussi, puisqu'il y a la famille de Mehdi Hasan, dont le père est d'origine égyptienne, la mère d'origine marocaine, et on montre un peu la pesanteur familiale. Il y a la famille de Jessica, la femme de Mehdi, qui est, elle, plus bourguignonne et un peu plus famille l'ancienne, dirons-nous. Mais au-delà de ça, moi je connais pas mal le football parce que j'ai été membre de la commission juridique de la Ligue de football pendant des années. Et je trouve que le sport et le football en particulier est un bon moyen de tester la société. Et c'est notamment le football, c'est un milieu dans lequel des jeunes de 17-18 ans, le plus souvent issus des quartiers difficiles, se retrouvent d'un seul coup à la tête d'énormément d'argent, avec une notoriété évidente, avec une vie sociale ou sentimentale extrêmement riche. Et ils ne sont pas armés forcément pour faire face à cet excès de bienfaits, je dirais. Et ça m'intéressait de montrer là-dedans ce Mehdi Hasan qui est totalement en dérive, en fait, qui est un footballeur. J'ai voulu prendre un footballeur intelligent. On m'a reproché de faire un footballeur qui écoute le jazz. Ils sont censés peut-être n'écouter que du rap, mais j'ai appris après d'ailleurs que Thuram était un grand amateur de jazz. Mais j'ai voulu montrer un footballeur un peu atypique, même dans son club où les footballeurs sont assez solidaires en apparence, mais en fait chacun là encore se soucie de son propre bien-être. Là aussi c'est très divisé en réalité. Et d'ailleurs on le voit actuellement un peu au PSG, etc., que en fait les ententes sont un peu de façade. Et donc Mehdi qui est accusé, personne ne lui en parle vraiment, personne ne lui en fait le reproche ouvertement, mais le comportement des gens petit à petit se modifie. Et Mehdi, on peut se demander à la fin du livre, parce qu'il n'y a pas vraiment forcément de réponse, c'est un peu comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il n'y a pas forcément de réponse, mais je pense que quelque part, les personnalités, et en particulier celle de Mehdi, se modifient, s'éclairent peut-être d'une difficulté qu'ils n'ont pas réussi à contourner. Oui. Alors surtout qu'il est quand même très maladroit, quoi. Il est toujours là au mauvais moment, il fait l'opposé de ce qu'on attend de lui, donc évidemment ça n'arrange pas son affaire. Mais j'aime bien aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages et ils sont tous un petit peu maladroits. Oui, ils sont tous un peu le maladroits. Journaliste, puis il est un peu perdu aussi, il ne sait pas trop comment se débrouiller, même sentimentalement, il ne sait pas trop y faire. Il tombe amoureux de l'agente de Mehdi qui, elle, se moque complètement de lui. Et ça m'a intéressé un peu de montrer ces losers qui ont quand même néanmoins un peu de succès. Et son père aussi fait n'importe quoi. Alors là, c'est un peu plus grave même de son côté, puisqu'il va aller... bon, je ne sais pas s'il faut le dire, ça. Bon, il va faire une bêtise. À la fin, ça va s'animer un peu, mais j'ai bien aimé, par exemple, ce personnage du père qui vient voir des matchs de son fils en cachette, sans le dire à son fils, parce que le fils joue au Stade de Reims, donc le père fait tous les jours les trajets région parisienne, Reims, enfin tous les jours, toutes les semaines, pour aller voir son fils jouer, et à aucun moment il ne le lui dit, quoi. Et on sent petit à petit que beaucoup du caractère du fils est issu de sa relation avec son père.
Et quand même, heureusement, il y a la mère de Mehdi. Il y a la mère qui, elle aussi, se révèle, finalement. Ouais. Elle est cachée pendant pas mal de temps dans le livre, et puis petit à petit, elle émerge. Et Elle émerge et elle émerge. Elle émerge et elle émerge, c'est la fête des émergences. Ouais. Et donc, c'est grâce peut-être à elle que finalement tout va pas si mal se terminer que ça. Alors on est vraiment pris par la question de savoir au début. Et puis après, c'est vrai que presque peu importe. Ce qui compte, c'est de voir comment finalement tous ces je sais pas, ces planètes perdues qui tournent pas autour du Soleil finalement, comment elles vont réussir à continuer à vivre ensemble, à se tenir plus ou moins sur leur orbite. On est intrigué. Le suspense, c'est pas dans la résolution de savoir le fin mot de l'histoire et si le couple va se reformer ou pas, ce que vont devenir les enfants, mais comment chacune de ces trajectoires isolées va s'en sortir. Absolument. Alors déjà, d'une façon générale, les violences conjugales, c'est pas les infractions que préfèrent les juges parce que c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui a pu se passer, notamment quand ça se passe, bon c'est pas le cas là, mais quand la plainte est des années après, parce qu'il n'y a pas d'éléments de conviction, il n'y a pas d'éléments de preuve, il n'y a pas de certificats médicaux, il n'y a pas de témoignages d'amis, donc c'est déjà difficile. Mais en plus, dans mon livre, c'est vrai que on a l'impression que personne ne cherche à savoir, que même Jessica, on ne sait pas trop si elle sait exactement ce qui s'est passé. Mehdi, lui-même, il donne un peu l'impression de se sentir coupable, mais de choses diffuses qui n'ont pas l'air bien claires dans son esprit. Et c'est aussi une parabole sur notre société actuelle qui fait que la parole se libère, et c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la parole? Que recouvre la parole? Et vers quoi va nous mener cette libération de la parole? Est-ce que cette libération ne va pas nous entraîner sur d'autres secrets qui éclatent d'une façon un peu dangereuse finalement? Alors une question qui va demander 2 jours de réponse, je pense, mais est-ce que, en tant que juge, justement, est-ce que cette manière dont la société se juridifie, je ne sais pas comment on dit, tout devient matière à droit, à procès, est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait? Procès dans le meilleur des cas, mais oui, procès dans le moi, meilleur des cas, ce que je crains un peu, c'est que la justice médiatique prend le pas sur la justice judiciaire, à savoir que, et je vais donner un exemple sur le football, il y a un joueur qui s'appelle Benjamin Mendy, qui a été accusé de viol, qui a fait de la détention provisoire en Angleterre. Finalement, une juridiction anglaise l'a déclaré innocent, en tout cas l'a relaxé. Donc la vérité judiciaire, c'est qu'il est innocent. Un club breton, donc Lorient, a essayé de l'embaucher après sa libération et son retour en France. Et très vite, il y a eu des manifestations contre lui en disant « à Lorient, vous n'avez pas le droit de faire jouer un coupable de viol ». Ce qui veut dire que quelque part, la sanction ou la non-sanction judiciaire ne veut plus rien dire. Seul compte ce qui se dit dans les médias, ce qui s'est dit dans certaines associations, ce qui se dit de certaines personnes qui veulent se venger de lui, alors que judiciairement, ça ne veut pas dire qu'il était innocent, hein. Mais ça veut dire que quelque part, la justice a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments contre lui. Et moi, je suis assez affolé de ça, parce que la justice sert quand même à faire appliquer des règles qui finalement protègent les gens. À partir du moment où on ne croit plus à la justice, qu'est-ce qui l'emporte? C'est la voix du plus fort, c'est la puissance contre peut-être la vérité. Et du coup, je crains qu'un jour ou l'autre, on n'ait plus que des bataillons de gens qui veulent se faire justice et qu'il n'y ait plus du tout de justice, en fait.
Alors, Voilà, je prends mon micro pour accueillir Tiffany Tavernier, qui est romancière, scénariste, baignée très tôt dans le bain des histoires, dans le bain du cinéma, fille de la scénariste Colo Tavernier et du réalisateur Bertrand Tavernier, sœur du réalisateur et comédien Niels Tavernier. À l'âge de 17 ans, Tiffany, elle est partie faire de l'humanitaire en Inde. Son premier roman, Dans la nuit aussi, Le ciel, 1999, retrace son expérience dans les mouroirs de Calcutta. Il obtient le prix Gabriel d'Estrée en 1999. En 2015, elle signe Comme un miroir, où elle nous fait partager les bribes de son enfance. Publié en 2016, et il y a ce livre aussi sur Isabelle Eberhardt, Une vie dans l'islam. C'est le fruit d'une rencontre heureuse entre l'auteur et ce destin de femme. Et puis en 2018, on en avait parlé aussi ici, Roissy, le portrait d'une femme sans cesse en mouvement, sélectionné pour le prix Femina 2018. L'Ami est sorti en 2021. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse et qui vient de paraître chez Sabine Vespizer au mois de janvier dernier s'intitule En vérité, Alice. Alors, en vérité, je vous le dis, si dans ce livre, c'est moi qui parle, si dans ce livre, vous trouvez des vies de saints, si vous y lisez aussi des fragments de psaumes, ce n'est pas un livre de messe, mais l'histoire surprenante d'une femme qui ne vit pas sa vie, mais qui la rêve, et les rêves sont parfois des cauchemars. Dans le premier monologue de ce livre, on entend Alice se reprocher, alors qu'elle se trouve aux urgences, d'avoir glissé sur le carrelage de la cuisine en reculant, alors qu'elle aurait pu reculer et tomber sur le tapis du salon. Ça aurait été moins grave. Le médecin pose la question et Alice est très vexée qu'on ose imaginer qu'il s'est passé quelque chose d'autre. On parle de femme battue tout à l'heure. En fait, c'est une femme, Alice, qui est une femme sous emprise. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que ce livre a été écrit, c'est un roman, et pour essayer de comprendre ce qui provoque chez quelqu'un une forme de soumission totale, ou est-ce que l'histoire est née à la suite de votre découverte d'un lieu particulier et très original dans lequel va se dérouler une partie de l'histoire, que vous donnez comme cadre donc de travail à votre héroïne, le bureau de la cause des saints, chargé d'instruire les procès en canonisation. Faut le faire quand même. Oui, mais oui, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'aller chercher ce que je ne connais pas, d'explorer des mondes que je ne connais pas, des univers, et de faire en sorte que mes personnages, souvent ça arrive dans mes livres, soient projetés dans des univers beaucoup de préjugés, souvent, en tout cas celui-là, il y a beaucoup de préjugés qui courent, il y a beaucoup d'ignorance, on va dire une grosse tartine d'ignorance, et c'est vrai que là, pour le coup, pour rejoindre ce que disait Monsieur Alphen, il y a une ignorance qui court, qui commence à devenir très très dangereuse. Et il s'agit vraiment d'instruire un process, ça suppose déjà d'être en voie de connaissance et en voie de clarté. Je reviens à mon personnage, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce livre. Oui, l'emprise, c'est quelque chose qui me questionne, mais l'emprise à un endroit très particulier. Ce qui me questionne, ce qui je trouve qui est vertigineux, c'est quand quelqu'un coule à pic en face de moi, cette personne est en train de véritablement vivre un enfer et me dit que tout va bien et que c'est juste extraordinaire ce qu'elle est en train de vivre. Et là, mon impuissance, comment je rattrape cette personne-là, comment je la sors, est-ce que j'ai un moyen de la sortir de cette nuit. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais interroger. Donc j'ai fait une enquête sur l'emprise pour savoir qu'est-ce que c'est que cette procédure. C'est un mot très important dans ce livre, ce mécanisme-là du gouffre. Et à côté, il se trouve que après l'écriture de l'Ami, j'avais envie de travailler sur la lumière, et j'ai une cousine catho, comme on peut imaginer tous les cathos à 150%, avec le pull, la jupe plissée, tous les 5 mômes, pas de fric, des galères. C'est quelqu'un que j'adore. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, est dans des galères absolues, mais qui, un jour, me dit qu'elle a trouvé un job au promotorat des causes des saints. Et je lui pose une question, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce promotorat des causes des saints. Et elle m'explique qu'effectivement, dans tous les diocèses, et notamment à Paris,
Ce sont des endroits encore aujourd'hui, hein, ça continue, où si vous considérez que quelqu'un est saint, qui appartiennent évidemment à l'Église catholique, vous pouvez toquer à la porte, il faut que cette personne soit morte depuis 5 ans, et vous proposez son nom, sa cause. Pour vous donner une idée, aujourd'hui à Paris, dans les 40 dossiers en cours, puisque j'ai fait une grosse enquête, vous avez l'abbé Pierre, donc ça vous le connaissez tous, et il faut que la personne soit morte dans la ville dans lequel, ou soit née dans cette ville. Et vous avez aussi Jeanne Garnier, par exemple, qui a inventé les soins palliatifs, jeune femme au fin 19e, dont j'ai découvert la vie. Vous allez comprendre, qu'est-ce que je fais ici? Je suis donc en train de mettre en place, ça vient très vite, une personne très jeune qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui ne vérifie absolument pas le mécanisme de la nuit et du gouffre et des ténèbres qui est en train de s'abattre sur elle, et qui va, par hasard ou pas, ça c'est selon ce que vous pensez, se retrouve, en tout cas dans le livre Par hasard, se retrouve projetée dans un monde, elle n'est pas catholique, elle n'est même pas croyante, il y a un quiproquo. Ah non, elle connaît rien, elle vraiment connaît rien. Parce qu'elle a fait un peu de droit, elle se retrouve projetée tout d'un coup, parce qu'on lui demande tout d'un coup, son bourreau lui demande de trouver un job, compliqué quand on est après 5 ans d'emprise, ça devient très très compliqué, et elle se retrouve embauchée dans un bureau où tout consiste à vérifier la lumière. Et ça, évidemment que ça m'a interpellée, ça m'a donné un boulot énorme, mais alors qu'est-ce que j'ai adoré écrire ce livre. Alors, ses collègues de bureau, elles sont très, très bienveillantes. Alors, tout le monde croit qu'elle est croyante aussi, hein, au départ. Hein, oui, j'aime beaucoup jouer là-dessus. Les rapports au réel. On s'adresse à elle comme si elle était une catho plus. Et j'aime bien aussi ça. Au fait... Voilà, la reconstruction, elle arrive aussi parce que, la possible reconstruction, parce qu'elle se retrouve vraiment en perte totale de repères et de codes. Elle n'a pas les règles, elle n'a pas les codes de ce monde, et puis elle se retrouve avec de l'amour brut en face d'elle. Et l'amour, c'est pas du tout le truc oui, gentil. L'amour des 40 personnes dont j'ai lu les dossiers et que j'ai véritablement étudié, c'est énorme. C'est des gens extraordinaires, des femmes extraordinaire. Et donc, moi, ça me plaît aussi de faire remonter ça à la surface, de faire connaître ces gens-là. Parce que ce sont des gens extraordinaires, point barre. Et qu'elle, avec son petit amour extraordinaire, du moins croit-elle qu'il l'est, est en train juste d'aller droit vers la mort. Donc cet homme, il est d'une perversité, mais épouvantable. Il la maltraite par ses propos, il la rabaisse, il la harcèle quand elle va enfin. Alors quand elle a du mal d'abord à trouver du travail après 5 ans elle n'y arrive pas. Et puis finalement, il lui fait des scènes à chaque fois. Finalement, elle trouve un travail, oui, mais c'est pas bien. Et puis après, il va devenir jaloux des curés. Et puis il la harcèle par le téléphone, elle doit lui téléphoner sans arrêt, etc. Mais tout en lui disant « je t'aime, je n'aime que toi, mets ta jolie robe ». C'est le mécanisme, c'est vraiment le mécanisme d'emprise. On joue sur le chaud-froid non-stop. C'est un langage de domination qui est plus. En 1 heure de temps, vous êtes achevé. Face à quelqu'un comme ça, si vous vous laissez prendre, si vous êtes pris, ça va très vite, au fait. C'est foutu, parce que la personne est dans une surveillance, c'est 5000 SMS par jour, c'est un discours contradictoire, j'aime ton pull, alors je mets le pull, mais c'est quoi ce pull de merde? Et donc, à un moment donné, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus comment ça fonctionne en soi. J'ai interrogé des gens. Et alors, les gens qui sont sous emprise, ce n'est pas du tout des petits gens paumés, pas intelligents, pas du tout. Les gens qui basculent dans l'emprise sont des gens très empathiques, intelligents. C'est des gens qui avaient, à l'époque, avant leur emprise, qui étaient en lien avec beaucoup de gens, qui avaient des bons jobs. Donc, en fait, ça tient à une faille que le bourreau ou la bourreau, parce qu'il peut s'agir du féminin aussi, hein, mais là, c'est un homme, il s'empare de cette faille. À partir du moment où il a saisi cette faille et qu'il la tient, c'est foutu. La personne, elle est foutue. Elle n'existe, elle est dépersonnalisée, démolie. Et elle ne sait même plus réfléchir, au fait.
C'est terrifiant. Et parce qu'elle n'est pas sortir de là- seule, hein. Elle n'est pas seule. Elle a une mère, elle a une sœur qui essaie de l'inciter à quitter cet homme. Elle refuse de les voir, elle refuse de les entendre. Pourquoi avoir raconté qu'elle a passé son enfance au Guatemala et qu'elle a été élevée en grande partie par une femme qui s'appelle Ida. Alors, on ne va pas dire, mais c'est incroyable. Il va y avoir un rebondissement en quelque sorte avec Ida, à qui elle porte un attachement très fort et des bras de laquelle ses parents l'arracheront pour rentrer en France, à cause, croit-elle, de la naissance de sa petite sœur qu'elle détestera aussitôt. Elle est en mal d'amour. Donc, que cet homme que toutes les femmes convoitaient parce que c'est un bel homme, etc., c'est elle qui va l'avoir. Vous parlez d'un cadeau. Oui, alors elle est. Alors pourquoi le Guatemala? Parce que quelque chose va se réveiller. C'est-à-dire qu'une emprise vient effondrer quelque chose de l'être en vous. Il vient écraser, il vient littéralement atrophier tout ce qui est vivant de vous. Donc moi, en tant que romancière, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui allait se réveiller d'elle. Et comme elle traverse ce bureau des causes d'essence, qui va se réveiller est juste vertigineux, incroyable. Je fais partie de ces gens qui pensent que nous sommes des êtres extraordinaires. Et donc, je le pense vraiment. Je pense qu'il suffit de gratter. J'ai bossé en atelier d'écriture avec des gamins qui étaient insupportables, qu'on m'avait vendus comme étant des gens épouvantables. Moi, je bosse avec. Moi, ce que j'arrive à sortir, c'est du miracle. Il y a des gosses magnifiques. Et voilà. Et les ans, quand je commence à gratter, voilà, je vois toujours des choses merveilleuses sortir, surgir des gens que je rencontre. Je suis une passionnée des gens. Je trouve que l'humain est une espèce extraordinaire, dangereuse, c'est vrai parfois, mais extraordinaire aussi. Donc, je vais un peu à contre-courant et je viens ici déterrer quelque chose voilà. Et ma petite Alice, elle est très ordinaire et assez banale au départ, complètement emprisée, et il va surgir d'elle quelque chose d'assez énorme et redoutable. Et puis alors, toutes les enquêtes qu'il faut faire pour arriver à faire canoniser les postulants. Ce sont les plus vieux procès d'Occident. Ils datent en continuité, depuis le XIe siècle. Ce sont des procès énormes. Alors, pour vous donner une idée, on instruit une cause de canonisation, c'est entre 50 et 500 ans. Écoutez, monsieur le juge. C'est très rapide, en fait. Moi, j'ai pris 8 mois pour comprendre cette procédure. Et ça m'a passionnée, parce que vérifier la lumière, on reprend les vertus grecques. On s'empare, en fait, on fait une traversée de l'Occident et de la notion du bien et du mal, et la notion d'amour, la notion de qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui aime, elle traverse, voilà. Et cette procédure, elle emporte évidemment toutes ces questions sur bientôt 1000 ans. Et c'est juste extraordinaire, avec en plus un territoire de destin. Auquel je rends hommage. Moi, Sainte-Geneviève, je suis désolée, je suis une fille de Cinoche, c'est du grand Hollywood. Je veux dire, Sainte-Geneviève, je ne comprends pas, Bruce Willis à côté, c'est rien. Dire, la nana au 5e siècle, elle prend la défense de Paris, les mecs veulent la lapider, elle dit, j'en ai rien à foutre, vous pouvez me lapider, moi Attila, moi je reste. Et les mecs, ils sont comme ça. Toutes les femmes de Paris, ça vous ne le savez pas, les femmes de Paris, elle est parvenue à les convaincre. Les hommes arrivent en disant, commencent à jeter des pierres sur leurs femmes en disant il faut qu'on se casse, c'est un fou furieux. Attila vient de démolir et dévaster Metz, la ville de Metz. Il a tué tous les bébés, les oiseaux, les chiens, les êtres vivants. C'est un enfer. Et Sainte-Geneviève, enfin Geneviève à l'époque, Geneviève qui a 17-18 ans, leur dit mais alors là, non, moi je reste. Et il va pas passer, s'il sait que je suis là, il ne passera pas par Paris. Bon, vous imaginez le truc? Mais moi, je suis metteur en scène, mais direct, quoi. Et Sainte-Radegonde, pareil, elle a un mec épouvantable, un violeur, un tueur, c'est un barbare. Elle se casse, elle dit, j'en peux plus de ce type. Et c'est formidable, ces histoires. Il faut absolument les raconter. C'est des femmes. On dit les féministes, mais il faut qu'elles commencent à regarder toutes ces saintes. Moi, je les ai découvertes
Sainte Jeanne de Chantal, j'ai même pas pu parler d'elle. Elle a construit 70 monastères en moins de 15 ans. Après avoir eu un mec qui est mort, elle a fait 4 mômes, elle était à cheval, tacadac, tacadac, et je construis combien de ça 15e, 16e siècle. Non, mais il faut parler de ces gens-là. Je l'imagine beaucoup plus Et proche Alice. de ces femmes-là que d'Alice, son c'est pour ça. héroïne. Elle Voyez- passe sous emprise. Vous voyez le truc, la petite Alice contemporaine, nanana, nanana, et puis paf, elle s'emplafonne toute cette histoire, quoi. Et ça j'adore. Excusez-moi, voilà, vous avez compris, j'adore ce sujet. Et je trouve que c'est bien de déterrer parfois des choses comme ça, des destins. Et du coup, Alice, voilà. Moi, je me suis juste demandé, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais un journal catholique, par exemple, comment est-ce qu'il va recevoir le livre de Tiffany Tavernier? Alors, j'ai trouvé une citation de Lacroix. De la vie des futurs saints parisiens et de l'existence douloureuse d'une femme à bout de souffle, Tiffany Tavernier parvient à faire un roman dense, haletant, un tour de force quand elle tisse la vie édifiante des bienheureux, la violence d'une emprise conjugale. 2 angles qui se rejoignent pourtant avec la question impérative qui traverse le livre. Quel sens peut avoir le sacrifice de soi-même et jusqu'où peut mener l'amour? C'est une très belle critique. Voilà. Ça s'intitule. J'aimerais bien montrer. Oui, voilà, c'est ça. Rapproche-toi, s'il te plaît. Le livre s'intitule En vérité, Alice. Il est paru aux éditions Sabine Weispieser. Le livre dont tu as parlé, Les Divisions. Les Divisions d'Éric Alphen aux éditions Buchet-Chastel. Ouais. Et ce livre de Phoebe Hadjimarkos Clark, qu'il faut absolument découvrir aussi, dont on a parlé au tout début, qui s'intitule donc Alien et qui est paru aux éditions du Sous-sol. Alors, si vous n'étiez pas avec nous hier, vous n'allez peut-être pas tout à fait comprendre ce qu'on peut appeler une anecdote. Je voudrais qu'on fasse un gros plan sur les chaussettes de Pascal Jourdana. Parce que figurez-vous qu'hier, quand même, c'est quand même surprenant, quoi. Hier, il avait une chaussette rouge et une chaussette verte. Et je n'arrêtais pas de regarder les chaussettes en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Il n'avait pas mis ses lunettes ce matin quand il s'est habillé, ou je ne sais pas. Et je lui ai posé la question. Et il a été extrêmement vexé. Parce que c'était fait exprès. Et donc, ce matin, il arrive avec des chaussettes neutres. Bon, très bien. Je me dis, Non, mais alors tout le monde m'a. Enfin, j'ai eu des réclamations. il est allé s'acheter des chaussettes neuves. C'est pas vrai. Tu l'as Si, fait. oui. Tu l'as fait. J'ai acheté 2 paires qui étaient pareilles. C'était les mêmes. Ah, d'accord. Non, Oui, j'ai acheté 2 paires avec un damier et des Oui, petits j'ai Pac-Man, compris. et puis une autre paire avec un damier et des Pac-Man. Mais pourquoi faut-il que nous ayons des chaussettes identiques? Ça serait Oui. Et c'est fou ce que ça provoque chez nous, comme stupeur et quasi-violence quand l'on voit. Oh, violence, faut pas exagérer. Mais La ça pourrait. la Je t'ai pas battu. littérature. Il est pas sous Non, mais je me emprise, hein. suis. J'ai senti qu'il y avait une division entre nous. Ben voilà. Ça sera- Non, mais la littérature est capable d'associer une chose et son contraire. Je vois pas pourquoi mes pieds feraient pas pareil. Et puis je vois pas pourquoi on poserait pas des questions qui ne sont pas tout à fait des questions littéraires quand même. Hein, voilà. Merci. Merci pour ce Non, beau merci cadeau. pour cette Et question. merci pour ce beau plateau, merci Éric beaucoup. Alphen, merci. Tiffany Tavernier, merci. Et Phoebe, merci beaucoup à vous aussi.